Bonjour, chers abonnés, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis Sylvie du Cœur d'Union. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une invitée qui m'est chère, une de mes premières fans, on va dire, Colette, qui est avec moi, qui me soutient dans tout ce que je fais, qui m'accompagne avec son amour et son énergie dans ce que je vous présente. Aujourd'hui, ben, Colette est avec moi et nous allons essayer de vous parler du lien ou tout simplement comment Colette a pu, dans son parcours de médecin, comment elle a pu mettre en avant son je suis qui a toujours été avec elle et qu'aujourd'hui, elle veut tout simplement nous partager ce parcours un peu atypique, on va dire. Alors, Colette, je te laisse la parole. Alors, quand tu dis mon je suis, en fait, quand j'étais très jeune et que j'obtenais des résultats, je remerciais mon ange gardien. Et maintenant, je sais que c'était mon je suis, en fait, que je remerciais. Comme j'ai fait mes études en travaillant la nuit, il y avait des fois, j'avais pas le temps d'étudier. Et j'ai souvenir comme ça, il y avait des cycles en février et en juin. Et ben en février, j'avais eu 7 sur 10 et puis en juin, j'ai eu 13 sur, non, en février, j'ai eu 3 sur 10 et en juin, j'ai eu 7 sur 10, ce qui fait que j'ai eu 10 et j'ai eu mon examen. Alors je me dis vraiment, mon ange gardien, il me protège. Alors que c'était catastrophique, quoi. J'avais pas le temps de travailler, enfin, c'était horrible. Voilà, alors voilà un exemple où je remerciais mon ange gardien à l'époque, mais sans trop y croire, mais tout en y croyant, vu qu'il y avait les faits qui démontraient quand même que j'avais réussi bien malgré moi, presque, quoi, là. Mm. Voilà. Oui, ben, du coup, Colette, je voulais qu'on revienne au début. En fait, ton parcours d'enfance, je sais que tu es né en Bretagne Ouais, euh, ouais. et que tu es de confession religieuse catholique. Mm, Et mm. donc, tu as fait ce parcours de chrétienté jusqu'à tes 12 ans. Oui, c'est ça. Jusqu'à tes 12 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? 12 ans, oui, oui, c'est vrai que c'était en 62, mais 12 ans, hein. Donc, ça a été le début où il n'y avait plus de prêtres là où j'étais. Ça commençait à se décliner, la pratique de la religion, en fait, c'est sûrement pour ça. Et donc, j'étais dans un petit village, on va dire, où même l'école primaire, quand j'étais toute petite, au début des années 50, il y avait 4 classes. Eh bien là, il n'y en avait plus que 2, il y avait presque plus d'élèves, hein, parce que la Bretagne à l'époque était une terre d'émigration, tout le monde partait en fait, hein, et donc il n'y avait plus d'enfants. Et donc moi, j'ai eu toute une période d'humiliation parce que j'étais en échec scolaire. J'ai eu du mal à apprendre à parler, j'ai eu du mal à apprendre à lire et à écrire. J'avais des dictées qui avaient des fautes, c'est pas possible. Et donc, normalement, à 11 ans, on va en sixième et on va au collège qui est un petit peu plus loin dans la ville d'à côté. Et puis moi, on a dit non, non, elle peut pas, c'est pas possible. Et donc, j'ai passé mon certificat d'études à l'école primaire. Et donc, j'étais grande. Et donc, j'étais la seule grande de cette classe. Et puis, quand je traversais le village, il y avait les commères, hein, on va dire les commères, qui disaient « Oh, la grande gigue, qu'est-ce qu'elle fait encore ici à l'école ?» J'ai été humiliée. Oui. Alors bon, j'essayais de prendre le dessus, hein. Et puis ça a duré jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis alors à 14 ans, j'ai passé le certificat d'études primaire, ça s'appelait comme ça à l'époque, hein, à 14 ans. Et c'était un certificat qui n'était pas si mal que ça. On apprenait à coudre, on apprenait à tricoter, on apprenait à cuisiner. Et puis on apprenait à faire des dictées correctes, une petite dissertation, un problème, etc. C'était très pratique, quoi. C'était les premiers diplômes qu'on devait donner quand ils ont inventé l'éducation nationale, quoi, hein. Et alors là, euh, euh,
contrairement à ce que tout le monde s'attendait, j'ai été la première du canton. Alors ma mère, ah bah oui, comme ça, c'est mon petit ange gardien qui est t'inquiète pas, on t'a humilié, mais tu vas voir. Et donc ma mère, qui avait très peur pour moi, parce qu'elle dit la pauvre, elle va même pas réussir son certificat. Elle a passé sa journée, je pense, j'ai passé des diplômes pendant des années et des années. Je crois que c'est le diplôme qui lui a fait le plus peur. Elle, quand je suis revenue, elle est allée dans la cour, elle m'a vu revenir avec l'instituteur dans sa voiture, quoi. Et puis, elle me voit sourire. Ah, t'as ton certificat? Et l'instituteur lui dit oui, et puis elle est première du canton. Alors, toutes les commères qui s'étaient moquées de moi sont venues en vélo chez moi et puis m'ont déposé des sous. Elles m'ont donné de l'argent parce qu'elles étaient fières de moi, parce que dans le fond, j'étais une enfant qui était aimée. On m'aimait, les gens m'aimaient bien, parce que j'étais joyeuse, enfin bon. Et donc, j'ai eu plein de sous pour me complimenter, en fait, pour me récompenser, je ne sais pas. Alors, ça a été une période très particulière. C'est de beaux souvenirs, ça. Oui, oui, voilà. Et puis alors après, je n'ai pas fait de sixième, je suis allée au collège. Et là, alors, j'ai été toujours la première de la classe. Sans faire trop d'efforts. Enfin, je travaillais tout le temps. Mais j'étais la première de la classe. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'étais en échec scolaire. Enfin, quand même, j'étais dyslexique. Et puis à l'époque, j'ai supporté ça toute ma vie quand même, hein, même si après j'ai donné des cours, j'ai fait des discours en public, etc. Et puis j'ai présenté des travaux dans des conférences et tout. Mais c'était un défi sur moi-même parce que j'étais dyslexique quand j'étais petite, mais ça, on diagnostiquait pas ça à l'époque, hein. Voilà. Mais je pense que tout ce parcours de ton enfance t'a permis de relever ce défi. Et du Oui. coup, donc, voilà, tu es venu à Paris, n'est-ce pas? Tu as fait tes études Voilà, alors, de médecine. ouais, je me demande bien pourquoi j'ai choisi médecine, parce qu'il n'y avait jamais le médecin chez moi, hein. Ma mère, elle a eu 5 enfants, elle fait partie de la génération qui ont fait les baby-boom, elle a eu 5 enfants, elle n'en voulait pas tant, hein, bon. Et, donc, et pourquoi je dis ça déjà? Tu as fait Ah tes oui, études de médecine? mais oui, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi médecine, parce qu'il n'y avait pas de médecin chez moi, il venait jamais. Oui, ma mère, quand elle allait chez le médecin, et elle allait quand elle était enceinte. Alors le médecin, une fois, elle est allée chercher un certificat médical pour moi. Je ne me suis pas présentée chez le médecin. Elle est allée toute seule chercher le certificat. Il ne m'avait pas vue depuis au moins 10 ans, quand je suis née. Et puis, quand il l'a vue dans sa salle d'attente, il lui a dit « Oh, ma pauvre Yvonne !» Et elle lui dit « Non, 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 c'est pas ça !» Donc, il voyait ma mère et ma famille que quand il y avait une grossesse. Une grossesse, c'est ça. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi médecine, mais enfin, je me souviens, j'étais l'année du bac. Alors, j'étais très grande parce que comme j'avais pris du retard, hein, j'ai été en cinquième, j'avais déjà 14 ans, etc. Donc, j'ai eu mon bac à 20 ans. Et donc, je rentre dans le hall de l'immeuble du lycée. Et puis, je vois Assistance publique de Paris. Et puis, je me dis, tiens, je vais m'inscrire. Et puis, comme ça, je travaillerai le jour et puis la nuit. Non, je travaillerai la nuit et je ferai mes études de médecine le jour. Ça y est, mon programme ça a été un clin d'œil comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait. Et tu as eu ton diplôme? J'ai quand même eu 2 ans de formation, là. J'ai fait manipulatrice de radio. J'ai eu 2 ans de formation très difficile parce que là, j'avais presque pas de sous, hein. Alors là, j'ai connu la faim, j'ai connu le froid, j'étais mal logée, j'avais mes chaussures qui s'effondraient, j'étais à 50 centimes près. Ça a été très dur pendant les 2 ans, là, parce que j'avais presque pas d'argent, quoi, hein. Et bon, j'ai fait mes études. Là aussi, j'ai été reçue dans les premières.
Et puis, je ne me rappelle plus du rang, mais c'était… Et j'ai pu choisir mon poste, parce qu'à Assistance publique de Paris, tu fais une formation. À l'époque, c'était comme ça. Tu passes le concours, et puis après, tu as un rang d'inscription, de sortie, et c'est toi qui choisis. Et donc, il fallait que je trouve un poste de nuit pour moi, puisque je voulais faire médecine. Et alors, j'ai été faire le tour des hôpitaux pendant l'été pour essayer de trouver tous les hôpitaux qui recherchaient un poste de nuit. Et alors, oh là, c'était drôle parce que donc j'avais choisi un hôpital, oui, on veut un poste de nuit, etc. Donc, bon, d'accord. Donc, je me présente à ce poste. Il me dit, oui, oui, on va vous envoyer votre candidature à la grande administration d'assistance publique de Paris. Et puis, au moment de me présenter en septembre, eh ben, il dit, ah ben non, non, le poste est refusé. Alors, je suis retournée faire le tour des popotes pour avoir un poste de nuit. Et là, mais je suis pas du tout, comment dire, je suis pas syndicaliste hein, du tout. Mais là, pour mon affaire à l'époque, je suis allée dans l'administration, j'ai remué ciel et terre. Ils ont fini par m'accepter à un poste, c'était à Lariboisière, à l'hôpital Lariboisière à Paris. Ils m'ont accepté à ce poste-là, parce que je sais pas. Enfin, mais je l'ai eu, je commençais la rentrée universitaire en mois d'octobre et j'ai eu mon poste au mois d'octobre. Sinon, je travaillais dans la journée. Donc, tout s'est fait ric-rac comme ça. Et quand ça doit se faire, ça se fait. Quoi. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça qui s'est passé en fait. Quand tout est aligné, tout se Oui, c'est passe comme ça. il faut. Et tout s'est passé comme ça. Alors, il y a un truc drôle. Donc, quand je suis allée m'inscrire, ça devait être au mois de juillet ou juin, je ne me souviens plus, je suis allée m'inscrire évidemment à la fac de médecine. Et il y avait 2 ans que j'étais à Paris. Et donc, j'étais allée en métro, j'étais allée à la Rivoisière, j'étais allée après à la rue des Saints-Pères, j'avais marché à pied tout le boulevard Saint-Germain. Je trouvais que c'était long, moi j'habitais dans le 12e et j'ai constaté que si je commençais à utiliser les métros, je ne pourrais jamais faire mes études de médecine parce que ça me prenait 5 heures par jour avec les changements et tout ça. Alors, je marchais sur le boulevard Saint-Germain, la tête baissée, et je me suis dit, oh, mais comment je vais faire et comment je vais faire? Et il y a mes yeux qui se sont levés et il y a eu une pancarte Solex. Je suis rentrée dans le magasin et j'ai acheté un Solex. Et grâce au Solex, j'ai pu. Mes trajets n'étaient plus très longs, quoi. J'avais des trajets. Mon temps de transport était divisé par 3. Ah, mais c'est magnifique ça. Oui, et puis comme je travaillais de nuit, quand il y avait eu beaucoup de choses la nuit, il fallait que j'aille au cours le matin au moins. Et donc, eh bien, parfois, je sortais de l'hôpital, j'étais fatiguée. Eh ben, sur mon Solex, je tenais le coup. Je sortais à 7 heures, le froid me réveillait et du coup, j'arrivais au cours à la fac complètement réveillée. Super. Et voilà. Bon, ça, j'en ai jamais parlé depuis au moins 40 ans. Hein. Ça réveille de beaux souvenirs. Et du coup, tu as fait tes études, tu as eu Ouais. ton diplôme de médecin. Ouais. Et ensuite, tu veux bien nous raconter? Alors, j'ai eu, oui. Alors, tout s'est bien passé jusqu'à la fin de mes études parce que je me suis pas posé la question de qu'est-ce que j'avais à faire. J'avais à faire mes études de médecine. Et donc, alors, il n'était pas question de me marier, évidemment, hein, mais le premier ou deuxième jour d'université, on était en enseignement dirigé, c'est-à-dire on était une 42, parce qu'il y avait 2000 personnes dans l'amphithéâtre. Hein. Après, il y a eu le concours, 2000 personnes la première, dans le concours, et on prenait 200 personnes. Hein. Déjà à l'époque, c'était pas donné. Hein. Bon, bref, donc on était 250 ou 260, quelque chose comme ça.
Et puis donc, il y avait des enseignements dirigés de 20 personnes, quoi. Et donc, je suis dans un enseignement dirigé, là, à ma table. Et puis, il y a un garçon qui arrive et qui est tout seul et qui a l'air complètement perdu. Il arrive en retard, à moitié essoufflé, enfin bon. Et puis, je lui dis, bah, j'ai pas de binôme, viens avec moi. Et puis, c'est mon mari. Ça fait là. Euh, je l'ai connu en 72. 72, on est en 2022, tu fais le calcul. Voilà. Et donc voilà, je me suis retrouvée avec lui. Et puis en plus, à ce moment-là, ma sœur Martine, qui, elle avait fait des études d'infirmière, puis elle me dit, bon, maintenant que j'ai fait mes études, moi, je veux me marier, qu'elle me dit comme ça. Moi, je ne veux pas faire le papillon. Alors, je lui dis, bon d'accord, elle m'avait dit ça, quoi. Oh, ben, quand j'ai vu ce garçon, j'ai dit, mais ça, c'est pour ma sœur. Alors, bon, et puis total, ben, je me le suis gardée. Alors, la pauvre, elle s'est retrouvée, elle n'avait personne. Alors, je lui ai dit, bah, va à l'UCPA, puis tu trouveras quelqu'un. Elle est allée à l'UCPA, elle a ramené son mari. Et puis, elle Eh est ben, toujours avec aussi. eh ben, dis donc, comme on dit, le hasard n'existe pas. Tout est Ah, mais c'est parfait. drôle, hein, c'est drôle, c'est drôle. Donc, bon, je me suis retrouvée avec mon mari, qui est quand même quelqu'un de très complexe. Et puis, ça a été compliqué parce qu'il est asiatique, eurasien, hein, on va dire. Et donc, mon pauvre père en Bretagne, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers à l'époque, on va dire étrangers, parce que mon mari, il est français, hein, mais il venait du Cambodge, quoi. Et en fait, il est un enfant de soldats français. Donc, quand il est né, il a eu la nationalité française parce que la nation reconnaît les enfants des militaires qu'ils ont fait à des Vietnamiennes, quoi. Et donc, il est vietnamien. Et alors, bon, mon père n'était pas très content. Il ne comprenait pas pourquoi on n'épousait pas des Bretons. Et, et donc, ça a été un peu compliqué. Après, ça s'est rangé, évidemment. Mais il faut dire qu'il n'a pas eu de bol, mon pauvre père, puisque ma sœur aînée, on est allé faire des colonies, je reviens en arrière, on est allé faire toutes les deux des colonies de vacances. Et moi, dans cette colonie, je connaissais celui qui faisait le rôle d'infirmier. C'était un Vietnamien, alors là, un Vietnamien pur. C'était un ami à moi. Et je suis sortie du car, et il était là à la sortie du car. Et puis je lui dis, ah ben tiens, je te présente ma sœur, elle est à marier. Et ben il s'est marié avec elle. Donc le premier mariage, qui était ma sœur aînée, mon père a été très triste. Après, ben, il a vu que c'était quelqu'un de bien. Donc, et puis, donc après, moi, je fais pareil. Je prends un demi-vietnamien. Et puis, ma sœur, après, elle a pris un anglais. Et après, mon autre sœur, elle a pris un breton et puis elle a divorcé. Donc, C'était pas pour voilà. vous. C'était pas pour Ouais. vous. Donc, Colette, on va revenir à la médecine. Voilà. Hein? Ouais. Et merci pour ce beau partage, hein, ces beaux souvenirs. Et, et là, en fait, j'aimerais bien que tu nous parles de... Là, tu as eu ton diplôme, tu es médecin. Alors, quel est ton... Comment tu as débuté? C'est les soins, tes consultations, et qu'est-ce que ça Ouais. t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, voilà, ça fait deux questions en une, mais Ouais, tu d'accord. as, tu as démarré Ouais, ouais. ta Alors, profession de médecin. ouais, une fois que j'ai fini, mon mari finissait ses études de dentiste. Donc, lui, il fallait qu'il trouve un cabinet. Moi, j'avais fini la médecine, je n'avais pas encore fait ma thèse. Et donc, ben, je n'étais pas fixée. Donc, mon mari, il fallait qu'il trouve une situation. On est parti à Tahiti. Et puis, moi, je ne voulais pas rester à Tahiti. Donc, lui non plus, d'ailleurs. Donc, il est resté 6 mois à Tahiti. Il devait rester 3 ans. Et puis, donc, j'ai fait ma thèse. Et j'ai eu mon Guillaume, j'ai eu mon fils à ce moment-là, de seul. Et donc, alors là, avec un fils, là, c'est le fardeau. Hein, parce que sans famille autour de toi, c'est terrible. Hein. Donc, ça a été compliqué. Et donc, je suis arrivée dans une ville à Louviers, qui est dans l'Eure, là.
où je connaissais personne. Pour trouver à faire garder Guillaume, c'était pas facile. Donc j'ai perdu une année, on va dire, hein, parce que je ne pouvais pas m'inscrire, j'avais personne pour garder mon fils. Alors j'ai fait ma thèse, et puis chemin faisant, je me suis implantée, et puis j'ai fait des remplacements de médecine générale. Et j'ai pas aimé parce que en fait la médecine elle est fondée sur beaucoup de croyances. Et donc moi j'avais appris du savoir universitaire. J'étais en difficulté avec la thérapeutique en fait, hein, parce que bon, le diagnostic ça va, mais avec la thérapeutique, mon premier stage hospitalier, je l'ai fait dans un grand service de rhumato à Lariboisière d'ailleurs. Et la plupart des patients qui étaient hospitalisés, c'était des gens qui étaient malades de complications des traitements qu'ils prenaient au long cours, parce qu'ils avaient des pathologies chroniques, douloureuses, et ils prenaient toutes sortes de médicaments, du sel d'or, des produits épouvantables. Bon, évidemment, ça avait des conséquences. Et ça m'a déçue. C'était mon premier stage. Je me dis, oh, bah, qu'est-ce qu'on est impuissant, et en plus, on crée des maladies, quoi, carrément, avec ces traitements. Donc, j'ai pas aimé du tout. Au lieu de guérir. Au lieu de guérir. Donc, mais bon, évidemment, j'aime bien aimer l'hôpital quand même. Je faisais des gardes, je travaillais la nuit. De toute façon, je passais ma vie à l'hôpital. Hein. J'en ai passé des 15 août, des 1er janvier, des 25 décembre. Comme j'ai souvenir, un interne disait « Ah, on est le 15 août, hein, il est où le patron? Il n'est pas là. Il est où l'assistant? Il n'est pas là. Il n'y a que nous. On a tous moins de 25 ans, il n'y a que nous. » Ben oui, parce qu'il y avait que les jeunes qui étaient là pour le 31 et le 1er janvier, etc. Donc, bon, ça, j'ai bien aimé parce qu'on recevait des urgences. On avait quand même l'impression d'être efficace à ce moment-là parce que c'était de la chirurgie surtout. Hein. Et donc, bon. Mais alors, après, la médecine générale, ce que je n'ai pas aimé, c'est la croyance des patients par rapport à la thérapeutique, en fait. Et la médecine de manière générale. C'est-à-dire que quand le bébé était malade, c'était évident pour la maman qu'on donne des antibiotiques au bébé, qu'on donne des antipyrétiques au bébé. C'était évident, alors qu'il y avait d'autres solutions qui étaient moins iatrogènes, c'est-à-dire moins risquées pour la santé du bébé et plus efficaces du point de vue de la thérapeutique. Mais c'était impossible. C'était impossible de ne pas donner d'antibiotiques. Et donc, ça, je n'ai pas aimé du tout. Donc, très, très souvent, les patients, leur regard sur la médecine est fondé sur des croyances sociales, c'est-à-dire que tout le monde pense comme ça, et quand tout le monde pense comme ça, c'est la vérité. Et donc, face à ça, tu ne peux rien, surtout un jeune médecin. Si c'est un vieux, il va dire non, 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 il n'y a pas question. Surtout un homme, parce qu'une femme en plus, surtout un homme. Un homme, un vieux médecin homme pourrait peut-être, mais une femme, non. Donc, je prescrivais contre ma volonté et contre mes valeurs des antibiotiques que je n'ai jamais donné à mon fils. Mon fils n'en a jamais eu. Il n'a jamais eu d'antibiotiques et il n'a jamais eu d'antibiotiques. Et donc, voilà. Et donc, il y a eu ça. Et puis, alors, il y a d'autres choses. C'est que moi, j'avais appris, les médecins aujourd'hui, ils apprennent plus très bien à la clinique et puis à examiner les patients. Mais moi, j'ai appris à bien examiner les patients. Et donc, je n'avais pas besoin d'examens complémentaires. Mais les gens veulent des examens complémentaires. Donc, il faut prescrire. Alors ça j'aimais pas. J'aime pas prescrire, c'est-à-dire dépenser l'argent de la Sécu pour quelque chose qui est inutile. Alors ça, j'aimais pas. Du coup, par rapport à ton expérience, on va aborder le vif du sujet par rapport à l'ère du temps, on va dire, par rapport aux ingestions. Ah oui. J'aimerais bien que tu nous parles déjà à l'époque ah oui. que tu avais de tout ça.
Alors, à l'époque, justement, c'est une bonne transition parce que tout ce qu'on m'enseignait à l'université, pour moi, c'était la vérité révélée, hein. Donc, j'ai eu des cours sur les vaccins, enfin très peu. En fin de compte, si je me souviens maintenant, on avait très, très peu de cours de prévention. Les vaccins, c'est la prévention. On en avait très peu. Mais personne ne remettait en cause les vaccins. Moi non plus. Parce que j'avais mes professeurs qui étaient pour, quoi. Hein, il fallait se vacciner. Moi, j'étais vaccinée parce que le personnel hospitalier, fallait les vacciner. Mais il n'y avait pas de contrôle, hein, mais on était vaccinés. Et puis, en 79, quand mon fils est né, j'étais tellement sûre que les vaccins, c'était bien, que je l'ai vacciné contre la variole, alors qu'en 1978, on a arrêté de vacciner contre la variole. Et moi, je me suis dit, non, non, j'ai appris que le vaccin de la variole peut être dangereux pour les adultes et que les enfants, ça ne leur fait rien. Donc, je vaccine mon fils contre la variole parce que si la variole revient, au moins, il aura eu une primo-vaccination. Donc, ça a été la fin. Hein. Après j'ai changé de fusil d'épaule. J'avais quand même, à cette époque-là, j'avais acheté les vaccins contre le tétanos pour mon mari, qui ne voulait pas se faire vacciner déjà à l'époque, lui. Et puis, j'ai eu pendant au moins 6-7 ans la dose de vaccin dans mon frigo. Un jour, je l'ai jeté à la poubelle et j'ai dit « terminé, plus de vaccin ». Et donc, petit à petit, je n'ai pas vacciné de gens. J'ai très, très peu vacciné de gens. Même ceux qui voulaient, je leur dis « non, non, vous allez voir votre médecin généraliste ». Et puis moi, évidemment, je ne me suis pas vaccinée. Alors, du coup, tu Alors, as à l'époque… commencé à voir les choses autrement, c'est ça? Comment? Commencé à voir le traitement que tu peux donner aux gens autrement. Oui, alors, le traitement, après ma carrière, elle n'a plus été orientée sur la thérapeutique. C'est ça. Parce que j'ai fait une profession médico-sociale. Donc, c'était l'individu confronté à les obligations médico-sociales. Et donc, je vais dire que c'est l'usage de la médecine à ce moment-là. On utilise la médecine pour obtenir des avantages. Tu vois, c'est ça en fait. Hein. Et ça c'était pas toujours très drôle. Parce que bon, il y a des fois, on était bien content de pouvoir obtenir des avantages à des personnes parce que elles étaient vraiment victimes et où elles avaient des grosses difficultés. Mais il y avait un grand nombre de gens qui voyaient ça comme des bénéfices secondaires. Donc, il y avait une sorte d'exploitation du corps et de la pseudo-maladie pour négocier sa vie, on va dire. Hein. Soit sa vie professionnelle, soit sa vie personnelle, soit sa vie de couple, etc. Donc, j'ai eu une expérience extrêmement enrichissante d'ailleurs parce que c'est vraiment l'usage de la médecine dans le corps social. Et le vécu du corps, de son propre corps, comment on vit son propre corps dans le corps social dans lequel on est. Alors, comme j'ai fait de la médecine du travail, le ou la salarié, il y avait l'usage de la maladie. Donc, sur les chaînes, quand il y en avait une qui était malade, eh ben, tout le monde, toutes les autres copines, alors si toutefois la fille était acceptée, alors il y avait toute une manière de faire. Il fallait, par exemple, pour celle qui était malade, il fallait qu'elle discute avec les copines pour dire j'ai ci, j'ai ça, mon docteur m'a fait ci, m'a fait ça, j'ai été hospitalisée, tout ça. À ce moment-là, tout le groupe était solidaire de la personne. Mais si la personne avait un arrêt de travail et puis qu'elle racontait rien, personne l'aidait. En fait, elle n'a pas été malade, elle a voulu prendre des vacances, tu vois. Donc voilà toute. Enfin, je résume. Hein, mais donc pour avoir une grille de lecture sur ces phénomènes sociaux, j'ai fait beaucoup de formations parce que c'était une autre forme de médecine, c'était de la médecine sociale. Et il n'y a pas de formation pour la médecine sociale. Donc, j'ai fait des formations de sociologie, de psychologie,
de droit, etc., pour pouvoir avoir une grille de lecture sur les phénomènes que j'observais et les comportements que j'observais qui ne pouvaient pas avoir de résolution dans la médecine. D'accord. Et du coup, tu as étudié la médecine chinoise, la médecine. Alors là, oui, là c'est pour autre chose parce que j'étais un peu frustrée, quoi. Mais c'était presque à côté, hein, parce que évidemment la médecine chinoise ne m'aidait pas, Si, oui, si je reprends parce que c'est vieux tout ça, j'ai jamais parlé de ça depuis. En fait, quand je voyais les gens se plaindre, hein, j'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule, j'ai ceci, j'ai cela, physiquement il n'y avait rien. Et donc, mais pourquoi il souffre? C'est quoi son histoire? Et la grille de lecture que j'avais appris à l'université, ne m'apportait pas de réponse aux souffrances des personnes. Et donc, c'est comme ça que j'ai essayé de trouver des tas de grilles de lecture sur ces plaintes, on va dire. Et donc, j'ai étudié la médecine tibétaine, la médecine chinoise, La médecine indienne de également. manière, oui, de manière beaucoup moins d'ailleurs, l'indienne, beaucoup moins en fait. D'accord. Bon, j'ai appris quand même les chakras, par exemple. Hein. Et puis, plus tard, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Les mains, je ne sais pas, je l'ai là, je vais le prendre. Ah oui, voilà. Le pouvoir bénéfique des mains. Et ça a été écrit par une mathématicienne. Alors, j'étais attirée par des bouquins qui étaient écrits par des scientifiques. Non, mais on est zen là. Oui, c'est ça. On n'est pas pressé, on prend notre temps et puis voilà. C'est très bien comme ça. Oui, je t'écoute. Et donc, j'ai butiné, on va dire, et c'est comme ça que, à la fin, petit à petit, j'ai rencontré des gens aussi. J'ai rencontré des personnes qui avaient des dons particuliers, par exemple, des personnes qui avaient la même curiosité que moi, mais ce n'étaient pas des médecins, en fait. Donc, j'avais des groupes de réflexion avec qui on réfléchissait sur le concept de santé, par exemple. Et puis, c'était très polyvalent, il y avait pluridisciplinaire, on va dire. Je me rappelle, il y avait un comédien, il y avait un architecte, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait, une dame qui travaillait au Parlement, à l'Assemblée nationale. Il y avait une consultante, enfin bref, voilà. Donc des gens qui avaient des parcours professionnels différents et qui étaient intéressés par la santé et qui avaient des croyances à l'époque, j'appelais ça des croyances, quoi. Que l'être humain n'était pas qu'un corps, parce qu'en médecine, il y a le corps et il n'y a rien d'autre. Hein. C'est ça. Donc, j'ai vécu ça longtemps. Hein. Et donc, j'ai eu l'époque où j'étais, comment je dirais, j'étais bienveillante avec l'acupuncture et puis toutes les médecines qu'on appelait les médecines parallèles. Il faut le faire, appeler ça médecine parallèle. Après, on appelait ça médecine complémentaire. On a appelé ça médecine douce aussi. Donc, j'avais plutôt beaucoup d'intérêt pour ça, sans avoir vraiment étudié. J'ai parcouru, quoi, parce que en même temps, je travaillais, quoi. Je travaillais, je pouvais pas étudier ça à fond, c'était pas possible. Donc, je butinais, on va dire. Hein. Et donc, petit à petit, peut-être à l'âge de la quarantaine, 45 ans, par là, j'avais déjà travaillé depuis une vingtaine d'années. Pas une vingtaine d'années, une dizaine d'années. Et donc, j'ai changé mon regard sur l'approche qu'on peut avoir, parce que, en fait, j'étais dans la prévention, en fin de compte. Mais le plus souvent, il n'était pas possible de parler de ça avec les personnes. C'était moi qui avais une réflexion pour moi-même, mais que je ne mettais pas vraiment en application dans ma pratique. Hein. Ce n'était pas possible. Parce que la croyance collective n'était pas là-dedans, quoi. Donc, tu ne peux rien faire à partir de là. Et dans mon groupe de travail, il y avait Didier Tartre, que tu connais.
Donc lui il a fait de la médecine générale et donc il était comme moi, il ne voulait pas prescrire d'antibiotiques, il ne voulait pas ceci, il ne voulait pas cela. Il dit, bon, j'arrête cette médecine-là. Il a fait de la médecine de l'acupuncture, il a trouvé que c'était à peu près pareil. Il a fait de l'homéopathie, ça a été pareil. Il a terminé au RMI. Hein. Il n'y arrivait pas parce qu'il avait l'impression comment dire, de vendre son âme en fait. C'est ça donne cette impression, hein, vraiment. Moi bon, j'étais peut-être moins stricte avec mon âme que lui. Et puis bon, je suis très vite, j'ai fait de la prévention. Quoi. Lui, il a fait de la prévention beaucoup plus tard. Et donc voilà. Et donc petit à petit, j'ai réfléchi à l'approche. C'est intellectuel tout ça en fait. Hein. En médecine, on dit on fait de la lutte contre la tuberculose, par exemple. Hein. Ça, on dit ça. Lutte contre la tuberculose, lutte contre le suicide, lutte contre le diabète, lutte contre le cancer. Alors, moi, j'ai abandonné ça, si bien que j'encourageais jamais les dépistages, parce que ça, j'y crois pas du tout. Et donc là heureusement, il n'y avait pas trop d'ordinateurs, alors on n'avait pas trop de comptes à rendre, parce que sinon, les gens y allaient quand même, puisqu'ils y croient. Bon, ils y allaient, je ne les décourageais pas, évidemment. On ne peut pas décourager des gens qui sont rassurés en faisant des dépistages. Mais oui, en même temps, quand on dit lutte contre ceci, lutte contre cela, déjà même la phrase on lutte contre, oui. Ce n'est pas guérir, ce n'est pas on va guérir, on va vers la santé, on lutte contre. Mais donc l'égrégore, en fait, quand tu dis l'égrégore de lutte contre, ça n'amènera jamais à la santé. Ah mais carrément, jamais. Et c'est comme ça que après, avec le groupe de travail sur la santé, avec Didier et puis bien d'autres, on a réfléchi sur le concept de santé et à un moment donné, on est arrivé à se dire il faut avoir une approche de construction de la santé. Et c'est que maintenant qu'on commence à discuter de ça, à parler de ça en médecine un peu, hein, parce que quand même tout l'argent de la sécurité sociale va à la gabegie des examens complémentaires, c'est une catastrophe, et puis à la gabegie de la thérapeutique, ça coûte une fortune, des chirurgies qui sont faites et qui ne sont pas utiles, qui ont même des conséquences, mais les gens sont persuadés que s'ils sont opérés, ils vont guérir. Donc, alors, il ne faut pas généraliser, mais bon, je ne peux pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a des opérations qu'il faut surtout ne pas faire. À l'époque, j'avais une femme de ménage et elle allait voir le médecin parce qu'elle avait ci et ça, et son mari aussi, ils avaient des petites souffrances, quoi, ils allaient voir. Et puis, elle me disait, ah, Madame Jacques, elle me dit, mon médecin, il veut que je me fasse opérer de l'épaule et tout ça. Ben, je lui dis, écoutez, Madame Correa, vous me posez la question, puisque vous me posez la question, si c'était moi, je ne le ferais pas. Et elle ne le faisait pas. Et quand elle est partie à la retraite, elle me dit, vous ne savez pas, Madame Jacques, eh bien, grâce à vous, mon mari et moi, on a évité 5 opérations chirurgicales. Eh ben voilà. Je ne savais pas, hein, mais pour te dire. Donc, c'est catastrophique, quoi. Mais bon, on ne peut rien contre la croyance populaire. Mais comme les consciences s'éveillent. Oui, voilà. Comme tu as dit, à un moment donné, tu as changé ton regard sur la médecine conventionnelle. Ouais. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous avançons dans un monde où chacun prend conscience, heureusement, que nos je suis sont là pour nous aiguiller et pour nous guider afin que nous puissions véritablement être dans un monde meilleur. Parce que oui, de toute façon, les langues se délient et les gens savent maintenant que, voilà, tel médicament, c'est juste pour pallier à une douleur, mais ça ne guérit pas. Non. Ça ne guérit pas. Et au jour d'aujourd'hui, nous savons que rien que par la simple pensée, on peut s'auto-guérir. Mais voilà, c'est ça. Pas, Colette? Voilà, oui. Eh bien, d'ailleurs, quand j'ai eu l'entretien avec Pauline, on a discuté de l'auto-guérison. Et puis, elle me dit, oui, tu es venue pour donner l'exemple de l'auto-guérison, qu'elle me dit.
Effectivement, j'ai eu des petits trucs, hein, et même des trucs plus ou moins importants. Et ce que j'apprenais sur la médecine de manière intellectuelle, je me l'appliquais à moi-même. Et donc, j'ai eu certaines choses quand même pendant 40 ans. Ça fait plus de 40 ans que je n'ai pas pris le moindre comprimé. Donc, un mal de tête, je ne prends rien, évidemment. Et puis mon fils, il a rien eu jusqu'à l'âge de 30 ans. Enfin, il a connu sa femme, il avait 22, 23 ans. En tout cas, jusqu'à l'âge de 23 ans, il n'a rien pris parce que je lui donnais rien. Alors qu'après, on a découvert qu'il avait une mucoviscidose, hein, le pauvre. Bon, et donc, maintenant, il prend. Et donc, j'ai eu... Alors, je me suis cassé le bras. Et puis, bah, j'ai dit à mon mari, tu vas m'acheter une... C'était un 25 décembre, donc c'était évident pour moi que je n'aille pas à l'hôpital. Je suis tombée sur le verglas, paf, tac, cassé le bras. Et donc, j'ai dit à mon mari d'aller m'acheter une attelle. Et puis, bah, j'ai mis mon bras où il fallait. Je n'ai pas pris d'antalgique, j'ai prié. Et alors là, moi qui dis que j'ai aucun ressenti, je priais beaucoup. J'ai eu un ressenti absolument incroyable. Alors, c'est ces bras-là. C'est comme si, assez difficile, une sorte de mouvement reptilien que j'ai eu dans mon bras. Mais reptilien avec des boules. La boule se reptait comme ça. Et ça faisait mal, hein, la dent comme ça et comme ça. 4 ou 5 allers-retours. Le premier jour. Puis j'ai plus rien après. Mais bon, bah, ça s'est soigné tout seul. Et alors, mon amie médecin aussi, qui, elle, tout ce que je lui disais, elle le croit, mais elle ne le met pas en application parce que, comme elle me dit, je ne lâche pas le bord de la piscine, qu'elle me dit, ça veut dire que son mari, il est très borné, lui, il est pour les vaccins. Là, il a pris un coup dans la cafetière, je ne te dis pas, parce qu'il commence à se poser des questions sur les vaccins. Mais donc, elle, il l'a obligée à se faire vacciner, enfin bon. Et donc, elle me dit, oh, ah, t'es pas allée à l'hôpital, qu'elle me dit comme ça. Ah ben dis donc, elle me dit, j'aurais jamais eu le courage. Alors je dis, mais j'ai pas eu de courage. Et c'est là où j'ai compris que j'avais la foi. Parce que c'était la foi. C'est-à-dire que c'était, mais je dis, j'ai pas eu de courage. C'était une évidence pour moi de pas aller à l'hôpital. J'avais pas besoin de radio. Je savais que mon bras était cassé. Je savais qu'il n'était pas déplacé. J'avais pas une... Évidemment, j'étais médecin quand même. Ça change tout peut-être aussi. Bon, j'avais pas de fracture ouverte. C'était pas déplacé, mais c'était cassé de cassé. Hein. Parce qu'avec l'hématome qui est descendu jusqu'à la main, là, c'était vraiment cassé. Hein. Et de toute façon, je ne pouvais pas lever mon bras. Hein. Et donc, mais c'était évident pour moi que je pouvais m'en sortir toute seule. Et donc, c'est là où j'ai compris que j'avais la foi. C'était la foi. Oui. J'étais heureuse. Je lui dis, écoute, grâce à toi, je découvre que j'ai la foi. En tout cas, la foi en ma capacité d'auto-guérison. Alors, j'ai eu plusieurs trucs comme ça. J'ai eu un truc, alors, particulièrement bizarre, parce que je me disais, mais je ne peux mettre aucun diagnostic là-dessus. Ça a duré, de ma mémoire comme ça, je crois que ça a duré deux mois au moins. C'est comme si j'avais des poignards qui me transperçaient le périnée, comme ça. Et puis le rectum, tout le périnée. Et dans tout le bassin, c'est des douleurs transfixiantes comme ça. Et donc, je travaillais, hein, je me levais, et puis quand je retournais à mon bureau, paf, je m'asseyais sur le siège, les poignards qui pénétraient, avec une cystite particulière qui n'était pas une cystite. Et donc là, je me suis dit, moi, je ne comprends pas, il n'y a pas de diagnostic. C'était une évidence pour moi de faire aucun examen. Et donc, ça a duré 2 mois. Et puis, c'est parti. Et jusque-là, tu as pris conscience certainement qu'il y avait quelque chose en toi, cette force, ce Christ qui est en toi, oui, c'est ça, qui se manifestait d'une manière ou d'une autre chez toi. Oui,
voilà, quand tu dis ça, Pauline, à la fin de l'entretien, elle sort une carte de Élodie. Et j'avais la carte de la puissance. Ben voilà. Voilà, je pense que j'ai de la puissance en moi. Mais oui, mais on a Et tous c'est de ce la que, ouais. puissance en nous, mais Ouais, il faut mais juste qu'on parfois, le on n'en a pas sache. conscience. On n'en a Oui, pas c'est ça. conscience, en fait. Ouais, voilà. Tout à fait. Ouais. C'est ça justement. Heureusement d'ailleurs que ben, maintenant on prend conscience de ça, de notre puissance, de notre pouvoir d'agir et d'interagir avec le monde, bien sûr dans l'amour et dans la bienveillance. Ah Et ben du voilà. oui, et donc oui, pour revenir un peu je vais faire un petit retour en arrière parce que j'ai vu que dans ton parcours, ce que tu nous as raconté aujourd'hui, c'est que déjà dès le début, quand tu as commencé ta profession de médecin, tu as vu que c'était pas vraiment ce à quoi tu t'attendais, n'est-ce pas? Et donc, Ah au ben fur et oui. à mesure, tu Ouais, as changé, comme tu as dit au début, que tu as changé de regard et tu as voulu apporter autre chose à ouais, l'humain que ce ouais. que tu as appris à l'école. C'est ça. Et je le rapportais. Je le rapportais parce que j'ai eu des consultations absolument magnifiques, parfois. J'ai eu des bonheurs. J'ai même eu des rencontres spirituelles. Hmm. Il y en a une qui m'émeut encore quand je m'en souviens. C'est un monsieur qui est. Alors, il était. Oh, je ne trouve plus. J'ai un trou. C'était un Africain qui. Attends. Il devait être dans le coin du Mali, mais c'est pas le Mali non plus, mais je ne trouve plus en ce Au moment. Burkina, au Non, non, Burkina, en Guinée, non. Tu sais où il y a les grands là qui ont des habits rouges là, en Afrique les, du Sud. les, les bergers. Non, c'est pas l'Afrique du Sud non plus. Les bergers qui ont un grand bâton avec, ils sont tout Les droits, ils sont très Maasai. hauts. Les Maasai, voilà. Donc, je crois que c'était un peu ça. Et donc, il travaillait chez Renault, il venait travailler chez Renault, quoi, pour se faire de l'argent. Et puis, il m'avait raconté sa vie, c'était horrible. Et donc, je ne sais pas ce qu'on s'est partagé. On a fini la consultation les bras l'un dans l'autre. Ça a été une rencontre, c'était extraordinaire. Et je me dis, le pauvre, quand il revient, je suis plus là, moi je suis à la retraite. Et on se reverra plus jamais. Peut-être on se reverra de l'autre côté du voile, peut-être, tu vois. Et j'ai eu des moments comme ça, mais absolument extraordinaires. Ouais. Et puis d'autres moments où, eh ben, c'était quelconque, quoi, hein, Mhm. quelconque, parce que Ouais. c'était évident. Je voyais tout de suite si je pouvais aller au-delà ou pas, de toute façon. Mhm. Voilà, c'est ça. Et je pense que ta manière d'être déjà aussi guérissait les gens à moitié. Deux, j'ai pas compris là. Ta manière d'être, Ouais, la manière dont tu recevais tes patients, ça, ouais. quelque part aussi, leur apportait un apaisement par rapport à ce pourquoi Ouais. ils venaient te consulter. Ah ben sûrement, oui. D'ailleurs, mais j'ai reçu des cadeaux. Moi qui, dans ma famille, j'ai jamais de cadeaux. D'abord, je veux pas de cadeaux. Mais alors, dans ma profession, j'ai toujours reçu des cadeaux. J'en revenais pas. C'était donc, et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai vraiment eu une vie professionnelle épanouissante. J'ai été comblée, non pas par la médecine, mais par l'exercice que je faisais. Quoi, j'étais passionnée. Le Et puis, contact humain. oui, voilà. Et puis, j'ai donné des cours à l'université, à plusieurs universités, à tel point que quand j'ai pris ma retraite, j'ai eu 27 employeurs parce que j'allais dans toutes les universités de France. Et donc, du coup, ils me faisaient une fiche de paye. Donc, j'ai eu 27 employeurs, j'en revenais Wow. pas. Et donc, je donnais des cours, c'était sympa. Aux médecins, quoi. Les médecins qui étaient prêts à entendre parler de la santé, hein, parce que je ne faisais pas n'importe quel cours, évidemment. Et ça, je mettais en application avec le code de la santé et le code du travail. Pour leur dire, voyez, on peut avoir une approche de la santé tout en appliquant des textes.
Mm. Après, Oui, c'est comment on l'interprète. c'est ça. Et du coup, pendant ton parcours, tu as quand même aussi quelque part recherché le divin. Ah ben oui, ah oui, oui, tout le temps. C'est-à-dire, j'étais très prise par ma vie professionnelle et ma vie familiale aussi, parce que mon mari, il été installé dans un cabinet et lui, il avait assez à faire sa profession. Il s'occupait pas du tout de la comptabilité, ce qui fait que c'est moi qui m'occupais de la comptabilité. Avec un comptable, mais n'empêche que ça me faisait du boulot, du courrier, enfin des tas de trucs. C'est moi qui m'occupais de toute l'administration. Et même le samedi, eh ben, j'allais faire les extractions avec lui. Enfin bref, vraiment, je m'occupais aussi de son cabinet. Donc, j'ai eu une vie professionnelle, mais alors, pendant 40 ans, pendant 40 ans, je n'ai pas existé pour moi-même. Et ensuite, c'est à ta Ouais. retraite que tu as rencontré tu as commencé à fréquenter ce culte d'obédience. C'était avant, hein. Un peu C'était avant, oui, un peu d'accord. avant. En fait, ce culte-là, je l'ai découvert dans un livre, en fait. Et puis après, j'étais dans un train. Et puis, bon, j'étais assis à côté d'un monsieur. Et puis, on a commencé à discuter. C'est un monsieur qui s'occupait des bénéficiaires du RMI. Et il cherchait un médecin. Oh, ben, je lui dis d'accord, je vais venir travailler avec vous. Et puis, j'ai fait plein de trucs différents comme ça. Et puis, lui, il était, depuis qu'il était tout petit, il fréquentait ce culte-là. Et c'est comme ça qu'un jour, mon mari, il a eu des soucis professionnels. Ce n'était pas des soucis de santé, c'est des soucis professionnels. Il travaillait à l'époque dans une mutuelle. On aurait dit après qu'il avait été harcelé. En fait, il était harcelé. Mais ça, on n'appelait pas ce mot-là à l'époque. Et c'est comme ça que ce monsieur avec qui je travaillais, il me dit, mais allez donc au temple et les problèmes vont se résoudre. Et ça s'est résolu. Donc, c'est un culte qui fait des guérisons, un culte qui fait toujours des guérisons. Et donc, tout en travaillant, tout en m'occupant du cabinet, hein, le dimanche, j'allais au temple pendant des années et des années et des années. Et donc, tout le temps, je vais mettre de l'électricité sur mon... Pardon. J'avais oublié de brancher. Et donc, tout le temps, j'ai eu à côté, tout en étant dans mes turpitudes, à côté, j'avais toujours la spiritualité qui m'accompagnait, en fait. D'ailleurs, j'ai un bouquin qui s'appelle Les médecines sacrées, parce que j'ai toujours eu la certitude que la médecine, ou en tout cas l'approche du malade, a toujours été dans une démarche sacrée. C'est maintenant qu'on n'est plus dans le sacré. C'est depuis qu'on fait de la médecine scientifique qu'on n'est plus dans le sacré. Et puis aujourd'hui, on est arrivé à un niveau mais dramatique. Aujourd'hui, j'aurais plus envie de faire la médecine, quoi. Hein, avec leur intelligence artificielle et puis leur consultation par Internet, c'est catastrophique. Ah oui. C'est Ah oui. catastrophique, c'est plus de la médecine, ça. Et donc, pendant tout ce parcours, inconsciemment ou consciemment, tu étais toujours à la recherche de ton soi divin, ton Oui, soi supérieur. Et je sais ouais, que tu as entendu parler du Christ pendant longtemps, puisque tu as ouais, été quand même, dans ton enfance, tu as été à l'église ouais, et que tu savais ouais, aussi que le Christ était là et que les anges étaient ouais, là. Et ouais. donc, alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, puisque tu me parles de mon enfant, ça va être rapide. Euh, on allait au catéchisme le jeudi, c'était le jeudi à l'époque. Alors, ma sœur aînée, c'était une bonne élève. Elle est toujours d'ailleurs parce qu'elle est obéissante. Elle est institutrice. Elle, elle obéit à l'institution, il n'y a pas de problème. Donc, elle avait des bonnes notes au catéchisme et nos notes, elles étaient mises dans le bulletin paroissial. Et puis moi, je suis allée dans une ferme chercher des œufs. Ma mère m'a dit, va chercher des œufs à telle ferme. Et puis, il y avait ma note de mon catéchisme, j'avais 0. Et puis, ben oui, j'étais en échec scolaire aussi, là. Et puis, j'ai répondu à la paysanne qui me dit, bah, t'as eu 0 au catéchisme, c'est pas beau, hein, qu'elle me dit. Mais je lui dis, le catéchisme, on l'a pas au certificat d'études.
J'étais toute petite et j'avais pas envie d'étudier ça. Je n'avais pas du tout envie. Les histoires m'intéressaient, mais de là à les apprendre par cœur, franchement, je voyais pas l'intérêt. Hein. Et tu avais Et raison. donc, oui, voilà. Et donc, le Christ, j'ai fait sa connaissance dans des conditions pas très sympas, en fait. Le curé était très gentil, il n'y a pas de problème, mais bon, c'était pas intéressant, quoi. Et donc, après, mon mari, il a failli être prêtre, lui. Et donc, quand on s'est connus, on a commencé à aller à l'église. On allait à l'église, en fait, hein, de temps en temps. On s'est marié à l'église, à la catholique. Hein. Et puis après, la vie professionnelle étant, on n'allait plus que pour la messe de minuit. Et puis après, bon, on n'y allait plus. Et puis, on a trouvé le culte antoiniste, qui est donc un culte d'obédience chrétienne aussi, hein, mais qu'on a beaucoup plus apprécié parce que c'est complètement dépouillé. Il n'y a pas enfin, il y a pas de décorum du tout, quoi. C'est vraiment très dépouillé. C'est surtout du recueillement, du travail sur soi. Donc, c'est quand même un culte qui est pas très vieux, et puis il a une centaine d'années, et qui est très proche de ce que dit Marie-Odile, en fait. Hein. Il n'y a pas de contradiction. Et ça te ramène à toi, en fait, à mieux te Oui, connaître. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais quand même, les guidances de Marie-Odile m'ont fait faire un bond, à mon avis. Hein. Et voilà, on va parler de Marie-Odile, puisqu'on y est. Ouais, ouais, voilà. Ensuite, tu as Donc, rencontré Marie-Odile. bah oui, là, bah, grâce à Didier, hein, c'est Didier Tarte, qui Oui. m'envoie de temps en temps des liens, et je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ouvre pas tous les liens qu'il m'envoie, mais ce lien-là, je l'ai ouvert, et ça a été magnifique. J'avais soif de ce que dit Marie-Odile. J'avais besoin de quelque chose et je ne savais pas quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'ai fréquenté dans le culte antoiniste pendant une vingtaine d'années. Et puis, quand j'ai été à la retraite, comme il n'y a pas beaucoup de monde pour s'occuper du culte, je me suis investie dans le culte. Moi, je pensais que je fréquenterais ce culte jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Et bon, et je découvre Marie-Odile donc en novembre 2020. J'écoute la première guidance, la deuxième, le troisième jour, je quitte le culte antoiniste. Définitif, chirurgical. Une scission. Ah, et sans culpabilité, sans interrogation, c'était une certitude. Incroyable. Parce que tu te retrouvais dans ce que Marie-Odile oui, faisait comme guidance pour soi, presque. Oui, oui. Et je comprenais tout ce qu'elle disait. C'est-à-dire, je n'ai tout ce qu'elle dit, pour moi, il n'y a même pas de doute, quoi. C'est la vérité pure et je ressens pas ça comme de la croyance, quoi, tu vois. C'est la vérité. Mais alors, par contre, j'ai pas toutes les sensations que racontent les gens, quoi. Quoique maintenant, quand j'ai parfois de la chaleur qui m'envahit, je bâille, alors là, à m'arracher à me faire la mâchoire. Mais sinon, j'ai pas de sensations, vraiment, pas beaucoup. Mais si, déjà, ce que tu viens de dire, c'est déjà les sensations. Ça commence par là. Parfois, on a ces sensations, mais on ne se rend pas compte. Mais quand tu fais attention à ton corps, il faut être présent dans son corps. Là, tu commences à être présent dans ton corps depuis que tu as rencontré les guidances de Marie-Odile. Et une fois qu'on est présent dans son corps, mais on ressent les choses. Parce que souvent, on va dire on est olé, on n'est pas dans notre corps, on est perché. Bah oui, c'est pas négatif, mais voilà, on n'est pas vraiment, on n'a pas cette présence de notre corps. Mais une fois qu'on a cette présence dans notre corps et qu'on vit dans notre corps, on commence à ressentir les choses. Et là, moi, je dis, bon, là, c'est un appel que je lance, je profite de ce que tu viens de dire.
qu'on ressente ou pas, le je suis agit en fait. Le Christ agit en nous. Le Christ Ah ben, agit. oui, oui, oui. Et tu vois, ça fait que même que quand tu ne ressens rien, que tu suis les guidances, à un moment donné, mais tu as une ouverture en fait. Il y a une ouverture qui se fait. Ah mais j'en suis convaincue parce que maintenant, c'est consciemment que je sais qu'il y a ce pouvoir en moi ou cette puissance en moi. C'est conscient maintenant. Alors qu'avant, je le faisais et je pensais que c'était qu'un effort de la pensée. Et que ça vient de l'extérieur. Oui, Parfois, parce que, parfois on a oui, l'impression que parce ça que, vient de oui, l'extérieur, alors oui, que parce c'est que en quand nous. je fréquentais le culte, je faisais appel au Père. Mais Et le là, Père, je il fais est appel. déjà là. Il est là. Ben voilà, c'est ça, c'est ça. Il est là. Il est là, Alors, mais il y a un c'est juste livre, que... Oui, ouais, il y a un excuse-moi. livre qui est vraiment un livre, je vais te montrer. Mais en attendant que J'ai tout Colette sur la main arrive. parce que je suis dans ma chambre. Alors, ce livre, tu connais sûrement. Bon, mais Voilà. merci. Merci à toi pour ce temps que tu m'as accordé pour pouvoir Avec plaisir. t'interviewer et de parler d'un peu de ta vie. Et grand merci à tous. Alors, tu as quelque chose d'autre à nous dire, Colette? Eh ben non, tout va bien. Je ne sais pas si tu vas la diffuser. Si tu vas la diffuser, celle-là, Ben oui. Oui, je vais la diffuser. C'est Il faudra avec ton peut-être la accord. réécouter. Il faudrait Avec peut-être ton la accord. réécouter avant. Oui. Il faudrait qu'on voit quand même qu'est-ce qu'on a dit. On a dit pas mal de choses. Oui, c'est ça. En Mais tout cas, alors, tout est vrai. Tout est vrai. oui, bien sûr. J'ai rien romancé. Tout à fait, tout à fait. Mais écoute, je te fais une grosse bise. Je te prends dans mes bras. Mon je suis, salut ton je suis, je suis Voilà, contente. voilà, moi de même. Moi de même. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Je t'embrasse bien fort. Moi de Bye bye à même. tous les auditeurs et à tous ceux qui vont visualiser cette vidéo. Je vous dis à très, très, très vite. Je vous embrasse bien, bien fort. Je suis émue en fait et je m'hallucine un peu. Allez, à très vite. Au À très revoir. vite. Au revoir. Regarde, tu connais le livre là? Tu soulèves-le un peu. La vie des maîtres. Non, je ne connais pas. Ah, juste un livre par an. Parce que c'est une édition, c'est édition, j'ai lu, il faudrait qu'il soit édité comme un livre, comme une Bible, quoi, parce que je l'use. Et donc, C'est bien. c'est Ça t'apporte. tous les messages. C'est Marie-Odile, ce livre. Et donc, ça fait je sais pas moi, 30 ans qu'il est sur ma table de nuit et que je lis tout le temps. Je prends le livre et je l'ouvre et je lis et c'est magnifique à chaque fois. C'est magnifique. Et donc, ce qui fait que quand j'ai écouté pour la première fois la guidance de Marie-Odile, mais j'étais OK avec tout ce qu'elle disait, quoi. Mais alors, et je ne m'interroge plus comme ça maintenant, mais je me disais, est-ce que c'est une compréhension de l'intellect ou est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient, quoi, et qui fait que je suis en accord avec ça parce que ça m'appartient? Maintenant, je ne me pose plus cette question, mais au début, quand même, je me la posais. Mais je m'aperçois que depuis que je suis les guidances de Marie-Odile, dans ce livre, c'est plus les mêmes passages qui m'intéressent, bizarrement. Tu vois, c'est. Parce que tu as une autre compréhension. Tu as une autre compréhension de la chose. Il a 100 ans, ce livre. Il a été édité il y a 100 ans. Ah oui. Ouais. Waouh. Donc, voilà. Mais c'est très bien, oui. Et donc j'ai toujours eu à côté de ma démarche enthousiasmée de ma vie professionnelle, où j'étais plutôt à côté de mes pompes, quoi, en quelque sorte, mais je ne me rendais pas compte. J'avais toujours j'avais toujours en plus une nourriture spirituelle quand même.
mais sans avoir les expériences que je vois qu'ont eu certaines personnes qui témoignent. Là, moi, j'ai jamais eu de choses comme ça. Et Et on peut même dire que cette nourriture que tu avais, tu la partageais inconsciemment avec tes patients. alors, c'était même pas inconscient, je leur traduisais dans un langage compréhensible pour eux. Parce que quand je me suis intéressée au concept de santé, c'était dans l'idée de transmettre de l'amour, c'était ça en fait. Mais c'était impossible de parler d'amour, sauf des fois, je te dis, dans des consultations, on a parlé d'amour en se serrant dans les bras. C'était formidable. Oui, 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 oui. Ben oui, c'est ce que le Christ est venu nous enseigner. Hein? Vivre Ben cet oui, amour, c'est ça. partager cet amour et puis être dans Ouais. cet amour au quotidien. Et C'est ça, c'est ça. Ouais. c'est formidable. Mais là, je vais te dire, je vais te demander quel conseil ou, je ne sais pas s'il faut dire conseil, vu ton expérience de la médecine conventionnelle et tout ce que tu as fait comme étude au point de vue connaître mieux l'homme et au point de vue santé, et par rapport à ta spiritualité d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui sont pas vraiment, ceux qui sont encore dans le conventionnel, qu'est-ce que tu peux leur apporter? Qu'est-ce que tu peux leur dire, de leur donner comme conseil? Ou Ouais. quel lien, en fait, tu pourras faire aujourd'hui avec du recul, avec ton nouveau regard sur la spiritualité, sur l'homme, l'humain et l'amour du Christ? Qu'est-ce que tu peux, au risque de me répéter, quel regard tu portes aujourd'hui, en fait, sur tout ça? Alors, je parle de moins en moins. C'est-à-dire que j'écoute les personnes et je vois quelles sont ces croyances et je ne les... S'ils ne me posent pas de questions, je ne dis rien. Oui, par rapport à la médecine, je veux dire, Oui, par rapport à ouais, ta spiritualité, la médecine aujourd'hui, avec du recul, ouais. qu'est-ce que tu peux dire aux médecins, je veux dire, Alors, par médecin, exemple? maintenant, je suis plus du tout dans le même, dans les mêmes. C'est pour ça. Donc, j'ai plus l'occasion quoique j'ai des amis qui m'appellent. Hein, là, mon ami qui est médecin, hein, toute sa famille sont médecins. Puis il y a un de ses frères qui va mourir d'un cancer de l'estomac. Donc, elle m'a demandé de prier pour lui. Mais sinon, quand je suis avec des personnes qui discutent, quand je vais, là, j'y suis pas allée parce que j'avais pas de passe sanitaire, mais je suivais un cours de couture parce que j'adore travailler manuellement. Et donc, quand je suis dans ce cours de couture, elles parlent sans arrêt de leurs afflictions et de la médecine. Hein. Elles savent que je suis médecin, mais elles discutent, elles ne me posent pas de questions. Moi, je ne dis rien. Quand je les entends, je me dis, oh les pauvres, mais bon, elles sont très contentes. Elles sont très contentes de ce qu'on leur fait, elles sont très contentes de ce qu'on leur propose. Tout va bien. Hein. Elles sont sûres que donc il n'y a rien à leur apporter. Il faut peut-être que, ben, je sais pas, pour moi, oui, si tu vas quelque part, je pense que ton je suis a quelque chose à faire. J'en ai discuté avec Pauline parce que Pauline me disait donc que j'étais enfin je sais plus comment elle disait ça, mais que ma démarche d'auto-guérison que j'ai pu appeler comme ça, je comment que peut-être je devais témoigner de cela. Et en fait, je lui dis, c'est pas quand même pas facile parce qu'il m'est arrivé parfois de dire, oh, moi, il y a plus de 40 ans que j'ai pas pris de comprimés, c'est pas maintenant qu'ils vont me faire les vaccins. Je me suis aperçue qu'il fallait pas que je dise ça. Parce qu'on me répondait, t'as bien de la chance, t'as bien de la chance de pas être malade. Et les gens étaient mécontents de m'entendre dire ça.
Oui, comme on dit, les gens, ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, ils ont peur du nouveau. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça, c'est moi, ma compréhension des choses et ça n'engage que Mm, moi. Je me dis mm. que au jour d'aujourd'hui, quand on a l'occasion, c'est de parler du Christ, en fait. C'est de parler du Christ, c'est de parler de cet amour et déjà même de rayonner en fait, de rayonner tout simplement cet Ouais, amour. Et quand on rayonne ouais. cet amour, je pense Mm. que euh, le rayonnement de cet amour christique qui est en nous agit de manière ou d'une autre sur notre environnement. Sur Ah notre... ça, oui, j'y crois. Et après, on Mm, pourra mettre des mots sur ce qu'on a envie de faire mm, mm. partager aux gens. Et moi, c'est ce que vraiment, moi, je sens cet appel depuis un moment, en fait, depuis des années, et je le sens de plus en plus que, mais moi, c'est vrai que un jour dans le train, je partageais avec une dame, une jeune dame africaine qui était à côté de moi, mais qui avait un chapelet qui égrenait. Je dis, waouh, ça, je l'ai fait, ça fait un moment. Ça ne veut pas dire que voilà, je n'ai pas un clin d'œil à Mère Marie et que tout ça, je le fais. Mais ça fait un moment que je n'ai vraiment pas égrené le chapelet. Je dis, ah, ça doit être quelqu'un qui prie beaucoup. Ouais. Alors, bon, déjà, mais comme je me suis assise à côté d'elle, je dis bonjour. Ah, vous allez bien? Comme elle avait ses écouteurs, Des écouteurs. elle m'a pas entendu. Quand je l'ai regardée avec mon sourire, elle a enlevé, elle me dit, ah, bonjour. Et je dis bonjour, mais je vois que vous avez un beau chapelet en fait, parce que c'était tellement joli aussi. Je vous avais Mhm. un beau chapelet. Et j'avais envie, en fait, je sentais, c'était pas mental du tout, mais j'avais une joie, en fait, de partager quelque chose de spirituel avec Mhm. cette dame. Et j'ai entamé la conversation. On a commencé à parler, à parler. Et je lui ai dit que moi, j'avais fait plein d'expériences. Je suis allée chez les bouddhistes pour voir comment ils font. Voilà, j'aime bien. Je suis curieuse, en fait, dans ce domaine de Ouais. Mm. spiritualité. Je veux savoir comment tel pays fonctionne par rapport à la spiritualité. Et j'ai lu Mm. pas mal de livres aussi, des livres tibétains et autres. Et au fur et à mesure, elle me pose une question. Parce que une question concernant des présidents de mon pays, Gbagbo, qui a été emprisonné pendant 10 ans et qu'on n'a rien trouvé que dalle sur lui et qui a fini Mm. par être relâché et qui me dit, mais pourquoi est-ce que je suis d'accord avec le fait qu'il a demandé le divorce à sa femme? Je dis, mais je n'ai pas mon avis à donner là-dessus, mais cette Bah histoire, oui. c'est bien avant qu'il aille en prison. Et il y avait plus d'entente entre eux, mais comme il était président, il voulait ne plus pas fustiger sa femme. Et donc, ils sont Mm. restés dans de bons thèmes politiquement, Mm. mais Mm. vie privée, c'était autre chose. Et comme moi, je ne Mm. vis pas avec eux, je ne peux pas porter un jugement et que Mm. moi, dans ma tradition, on dit que quand il y a une chaussure qui te sert, il n'y a que toi seul qui porte la chaussure qui peut savoir si la chaussure te sert ou pas. Mm. Donc, Bah oui. leur histoire de divorce, ben, s'il a envie de divorcer, il divorce. Il est libre de faire ce Ouais, qu'il bah a envie oui. de faire. Ouais. Cette dame, elle m'a lancé de ces injures pratiquement, mais ça me Oh oui. faisait sourire en fait, ça me faisait sourire. Et quand je souris, plus je souriais, plus ça l'énervait. Oh là là. La pauvre, elle n'a rien compris. Ah bah carrément, c'est ça. Mais Ouais. la Bible dit qu'on ne divorce pas Ah voilà. l'église. La Bible a dit ceci. Je dis, mais la Bible a dit, mais toi, au fond de toi, ton cœur dit quoi? Parce que Mm. si tu es dans un foyer et que tu souffres dans ce foyer, tu restes dans ce foyer parce que la Bible a dit de ne pas divorcer. Alors, où est ta souveraineté? Mm. Et puis, je dis, mais bon, moi, je descends là. Je souhaite vraiment qu'on reprenne cette discussion plus tard. Entre-temps, on avait échangé nos coordonnées. Et ensuite, moi, je lui ai envoyé un texto. Ah, ma soeur, comment tu vas? Tu es tout? Je prenais des nouvelles. Elle ne m'a jamais répondu. C'est pour dire Ouais. juste à quel point on est conditionné. Ah bah oui. Quand Ouais. ça y est, là, on est. En fait, je suis désolée de prendre ce terme, mais on est Mm. borné là-dedans. Ah et On est puis
Oui, oui, ben oui, oui. Et donc là, on n'y peut rien. Alors moi, les gens convaincus, j'essaye absolument pas de les convaincre d'autre chose. C'est impossible. Et donc, de toute façon, plus je vieillis et moins je parle. D'ailleurs, avec Pauline, on a discuté de ça. Je dis à Pauline, elle me dit, il faudrait, elle dit pas comme ça d'ailleurs, mais quand même, faut dire ce qu'on pense. Mais je lui dis, il y a des fois, je ne peux pas dire ce que je pense parce que je ne sais pas le dire sans blesser. Je crains de blesser. Et donc, sur le moment, je n'ai pas le talent qu'ont certaines personnes de pouvoir s'exprimer comme ça à brûle-pourpoint. Je ne sais pas faire, moi. Et donc, bah, je ne parle pas. Et du coup, ça peut générer un malaise parce que j'ai rien dit. Ben oui, Et ça, je aussi. le sais, j'ai cette faiblesse-là. Alors, j'ai un problème comme ça avec ma belle-fille, parce que, évidemment, il y a plein de choses qui me surprennent. Et donc, je ne dis rien, parce que je ne sais pas lui dire. Je crains de la blesser, parce qu'elle est très susceptible, et je crains de la blesser. Je lui dis pas, mais du coup, elle pense que je suis hypocrite. Mais je lui en veux pas. Mais bon, voilà. Donc, bon, il n'y a pas qu'elle, hein, je sais pas dire. Bon. Écoute, moi, je pense que avec ce que nous vivons aujourd'hui, euh, il faudrait, ce serait bien que vraiment, en toute situation, nous puissions interroger notre je suis, Oui, c'est ça. lui laisser toute la place et dans toutes les conversations, je pense, il saura nous guider, il saura Ouais. nous aiguiller pour dire ce qu'on doit dire et Ouais, c'est ça. dire, je pense que va porter ses fruits. Comme on Ouais. dit, c'est vrai, je vais peut-être prendre encore un exemple de la Bible. Euh, quand on a la parabole du semeur, il Oh, met, j'adore cette parabole. voilà, tu mets la Mm. graine, tu sèmes ta graine. La terre Mm. qui est bonne prendra. Et cette graine va pousser, va porter la plante, la plante va sortir et ça va Mm. donner ses fruits. Et Mm. la terre qui n'est pas prête, mais qui a reçu la graine, il n'y a rien qui va se passer. Ah oui. Et peut-être que les conditions climatiques feront qu'un jour, cette graine qui est en terre pourra pousser. Ah oui. Ouais. Et quand je dis changement climatique, pour moi, voilà, c'est notre rayonnement de tous les jours. Ouais. Ouais. Poser la question à notre je suis, mettre notre Oui. divinité devant pour que tout se fasse au mieux pour les humains. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, alors, moi, je suis d'accord à 100%. Et puis, j'ajouterais que pour moi, la manière que j'ai de pratiquer cela, c'est tout le temps de travailler mes pensées. Tout à fait. Donc, une pensée c'est quoi la source de cette pensée-là? euh, Penser du mal de Macron, ça ne m'intéresse pas. Penser du mal, mon mari est toujours en train de râler contre le président, il se met en colère, enfin bon. Mais moi ça ne m'intéresse pas, parce que ça, c'est vraiment plonger ses pensées dans la fange. Donc, ça n'a aucun intérêt. Et donc, c'est un exemple, hein. Mais chaque fois que c'est des pensées comme ça, j'en veux pas. Et puis, par ailleurs, si je suis informée de certains faits, d'informations qui sont de mauvaises sources aussi, eh bien, je ne les transfère pas, je ne les dis pas. Parce que je ne voudrais pas que ce que je vais dire pourrait créer chez quelqu'un d'autre de la haine, par exemple. Voilà. Ou de la Et frustration. la frustration, je ne sais quoi. Donc et ça, je le fais peut-être de manière encore plus consciente maintenant qu'avant, depuis que je progresse grâce aux guidances, quoi. Parce que dans l'Antoine Liste, on dit bonne pensée. On dit pas bonjour, on dit bonne pensée. Ah, Donc, c'est bien ça. oui, ben oui.
Donc, il est important, et il dit d'ailleurs, le plus grand travail qu'on peut faire, c'est de maîtriser ses pensées. Donc, toujours avoir des bonnes pensées. Alors, c'est pas la pensée positive d'Émile Coué. Hein, c'est pas psychologique, c'est vraiment un travail intérieur et qui a pris tout son sens grâce au je suis, tu vois. Tout à fait. Ouais. Euh, c'est beau ce que tu viens de dire. C'est beau, oui. Ouais. Effectivement, c'est ça. Tous les jours, il faut revenir à son intériorité. Tous les jours, Ouais. voilà, comme on dit, le monde, tout ce qui est à l'extérieur est déjà à l'intérieur. Donc, il faut rayonner l'intérieur pour que Ouais, l'extérieur ouais. soit plus lumineux. Et donc ça, pour avoir cette attitude intérieure, il est important d'être dans l'humilité, parce que si notre ego n'a qu'une envie, c'est de dominer tout le monde. Donc d'être dans l'humilité, dans la modestie, dans la sagesse. C'est toujours ces trois mots-là. C'est les trois mots de l'enseignement du culte, hein, qui dit il n'y a que ça de vrai. Si on est dans l'ego, évidemment, on va dire mais non, mais c'est moi qui ai raison. C'est ça. Alors, on a fait plus d'une heure, presque 2 heures. Oui, c'est beaucoup. Hein. Eh bien, on ne voit pas le temps passer. On voit pas le Non, temps non. passer. Ouais. Et du coup, ben, je te laisse le mot de la fin. Et moi, je te dis merci à tous nos abonnés. Merci à tous ceux qui vont visualiser cette vidéo. C'est une grande première pour moi, hein, d'avoir une invitée et pour partager un peu ta vie. Et vraiment, un grand merci à toi. Tu nous as ouvert ton cœur et ta vie. Et vraiment, je te remercie. Remercie pour cette C'était un plaisir pour moi. C'était un je t'ai plaisir. demandé tout de suite, tu as dit oui, mais tu n'as même pas hésité à dire oui. Et ça, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Je t'en remercie. Oh, merci, merci. De toute façon, tu as ton cœur toujours chaud. Tu as toujours le corps chaud. Merci.